Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la robe numérique où nous allons aborder la question essentielle de la signature électronique. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Castelon, qui est directeur avant-vente au sein de l'entité signature électronique de DocaPost. Bonjour Fabrice et bienvenue au micro de la robe numérique. Bonjour. Alors, DocaPost, c'est un mastodonte, dans un énorme groupe qui est le groupe La Poste. DocaPost, pour ceux qui connaissent pas, s'il en reste, c'est la filiale numérique du groupe La Poste qui a été créée en 2007. Vous regroupez un certain nombre de solutions. Alors, 4 grandes offres, hein, si mes informations sont correctes. Une offre autour de la conception de plateforme, une autre sur la délégation de services, une troisième sur le conseil et les services, donc entreprises et tout type d'administration. Et une dernière qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est sur les solutions de confiance. Et dans ces solutions de confiance, alors on a évidemment le vote et la gestion des relations sociales, donc c'est les votes aussi à grande échelle. On aura la très connue lettre recommandée électronique, les vérifications d'identité et on y vient, la signature électronique. Alors avant tout, première question, pour vous, qu'est-ce que ça représente ces solutions de confiance? Les solutions de confiance sont là pour apporter de la simplification dans les échanges entre les entreprises, entre les êtres humains, en essayant de coordonner l'échange numérique, en créant cet échange numérique. Évidemment, pour créer cet échange numérique, on va s'appuyer sur des éléments textuels et juridiques, on va s'appuyer sur des éléments techniques, mais le but de ces éléments de confiance, c'est de mieux gérer, de mieux encadrer comment on va maintenant contractualiser à distance avec une personne, comment on va pouvoir archiver, stocker des informations, comment on va finalement communiquer d'une entreprise à une autre dans le monde d'aujourd'hui. Alors, on comprend bien les atouts de la signature électronique qui sont liés notamment à la rapidité de la transaction. On peut être plus loin et donc on n'a pas ces freins liés au temps physique, au temps réel, au fait de réunir les gens dans la même pièce, aussi à tous les freins à la signature physique qui sont liés à l'impression. Tous les gens qui ont un jour fait des closings ou qui ont eu des contrats un peu longs savent que c'est assez compliqué et pesant de devoir tout imprimer, etc. Euh, sur la signature électronique, euh, il y a un règlement qui est le règlement IDAS. Vous êtes évidemment certifié. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, aujourd'hui, le règlement eIDAS est là pour mettre une définition commune à ces notions de signature. Entendons-nous bien, pour définir un cadre commercial entre les différents États membres, mais aussi pour donner des définitions communes qui seront appliquées par l'ensemble de ces États membres. Différents services sont disponibles, ont été définis au sein de eIDAS. La signature électronique, à proprement parler, n'est pas un service, mais on va voir que petit à petit, ça va évoluer, notamment avec eIDAS, une version 2 qui est en préparation, en discussion avec les parlementaires et avec cette entité-là. Mais donc eIDAS va essayer de définir, va donner différentes notions à la signature. On va donner une définition à la signature électronique qu'on va décrire comme une façon de contractualiser, comme en reprenant un petit peu les définitions qu'on va trouver dans les différents États, le lien de la signature à l'acte, le fait qu'on ne puisse pas contester la preuve d'une signature parce qu'elle n'est pas électronique. On va retrouver ces notions-là, on va donner des définitions techniques et on va apporter un cadre sécuritaire à ces définitions en définissant ce qu'on va appeler différents niveaux de signature électronique. Et cette notion-là est intéressante parce que petit à petit, avec ces trois niveaux, alors signature électronique dit simple, le mot simple n'est pas réutilisé dans IDAS, mais on parle de signature simple, on va parler de signature avancée, et enfin on va parler de signature qualifiée. Et chaque définition va avoir son lot pour aller chercher, on va dire, le Saint Graal, qui est la non-répudiation, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir contester l'enjeu, l'acte électronique. Dans le cas de la signature avancée,
On va mieux encadrer, par exemple, la vérification d'identité lorsqu'on réalise une signature électronique. Et puis, lorsqu'on va faire une signature qualifiée, cette vérification d'identité sera encore plus encadrée puisqu'on va devoir la certifier pour générer des certificats d'identité électronique et pour également proposer des dispositifs qui vont pouvoir émettre des signatures qui vont être qualifiées. Tout ça est encadré notamment par des organes de contrôle qui vont représenter localement EIDAS. Donc en France, c'est l'ANSSI qui s'occupe d'encadrer EIDAS et qui vont apporter, pour revenir sur les niveaux de signature, différents atouts. La signature avancée, on encadre la vérification d'identité, donc on est sûr que on va parler de cette chose-là, on va donner des éléments de preuve sur la vérification d'identité. Et la signature qualifiée, c'est l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est au plaignant de venir remettre en cause la signature et remettre en cause toutes les qualifications et les certifications que vous pouvez avoir sur votre outil de signature électronique. Alors là, justement, si on parle donc de ces 3 solutions, signature simple, signature avancée, signature qualifiée, est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a une typologie de clients pour ces 3 types enfin ces 3 solutions ou de secteurs? Ou bien est-ce que ça dépend dans les organisations, vous pouvez, avoir des souscriptions de 2 solutions, par exemple? Alors, en effet, ce qui va justifier l'usage ou pas du tel ou tel niveau du signature électronique, ça va être le juridique, les textes, la conformité, les exigences que une profession va pouvoir émettre sur la signature. Par exemple, dans le notariat, on va pouvoir signer des actes aussi bien avec la signature avancée, ça va être des types compromis de vente, qu'avec la signature qualifiée, les procurations authentiques. Donc voilà, on va dire chaque corporation va émettre parfois des décrets, parfois des règles d'utilisation de cette signature, et c'est ce qui va définir le fait d'utiliser ou pas une signature. Maintenant, au-delà de ce cadre obligatoire dans l'utilisation de tel ou tel niveau de signature, c'est vrai qu'on voit une tendance à l'augmentation des niveaux de signature. Pour prendre un exemple, c'est vrai que l'assurance, on était sur la signature simple, sur l'ensemble des contrats. Et puis, petit à petit, les années évoluant, le contexte de la signature devenant de plus en plus précis, on se met à faire de la signature avancée parce que on souhaite mieux encadrer la personne qui va signer une assurance vie, par exemple. Mais voilà, au-delà de tout ça, de réglementation de différentes corporations, on n'a pas de règles. C'est vraiment chaque métier va apporter ses règles et va apporter ses décrets et ses obligations. Alors, pour parler quelques secondes de la signature simple, quelles sont ses caractéristiques? On va essayer de faire les trois, comme ça on va avoir D'accord. une vue plus précise. On va commencer par le plus simple. La signature simple, c'est une signature qui va nous aider à signer électroniquement un acte, à lier un signataire à un acte de façon électronique. Donc on va encadrer différentes notions, différentes données électroniques qu'on va mettre sur un document qui va représenter le document signé. Et ce document signé va vous permettre d'attester d'une signature électronique. Le sujet dans cette signature électronique, c'est que tout l'encadrement de l'identité de la personne, des données d'identification, de la vérification d'identité, sont à la charge de l'entreprise qui met en place cette signature. C'est donc à vous, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire signer des documents à n'importe qui, c'est à vous d'encadrer le fait que vous ayez fait signer le document à Monsieur Martin et de peut-être collecter des documents de vérification d'identité ou des données d'identification sur Monsieur Martin. C'est votre responsabilité en tant qu'entreprise qui met en place la signature électronique. Quand on va aller sur un autre niveau, l'encadrement de cette vérification d'identité devra être beaucoup plus strict et du coup devra, dans l'essentiel des cas, être pris en charge par le fournisseur. On devra également avoir un lien plus direct entre le signataire et l'acte et mettre en place des certificats plus précis et des certificats de signature électronique. On a également un lien avec l'authentification
qui devra être sous le contrôle exclusif du signataire. On doit être sûr que c'est bien la personne qui signe. Voilà, vous voyez, on a des exigences qui sont de plus en plus fortes quand on va aller sur la signature électronique de niveau avancé. Donc, en gros, ce que vous nous expliquez, c'est que dans la version simple, finalement, c'est la personne qui envoie la demande de signature qui va porter la responsabilité de rentrer l'identité du signataire et de l'adresser à la bonne personne par mail ou par un moyen de communication. Alors que dans la signature avancée, et encore plus dans la signature qualifiée, c'est finalement des moyens de vérification d'identité qui sont renforcés. Et c'est finalement ça qui est renforcé. C'est pas la signature, c'est l'identification du signataire qui est renforcée. La signature sera également renforcée parce que plus on va aller chercher des niveaux de signature avancés, plus la qualité du certificat va rentrer en jeu. Et la qualité du certificat, c'est aussi la façon de délivrer ce certificat. Et plus ce certificat a des normes, et plus la restriction sur la délivrance de ce certificat et de la vérification d'identité sera stricte. Donc on va avoir finalement, même au sein de la signature avancée, différentes signatures avancées. Pas toutes les signatures avancées sont égales. On aura des signatures qui seront avancées, qui seront beaucoup plus fortes, car grosse qualité du certificat et de la vérification d'identité, et puis des vérifications d'identité qui seront plus légères. Et c'est vrai que nous, notre rôle en tant que prestataire de services de confiance ou de signature électronique, c'est vraiment d'aiguiller les clients pour savoir quel est le bon niveau, quel est le bon moyen de vérification pour la signature avancée, par exemple. Alors, quand vous dites que vous les aiguillez, ça veut dire que vous les aidez à choisir les différentes options si on a un certificat plus fort ou une vérification d'identité avancée. Tout, Qu'est-ce que ça recouvre? Tout à fait, hein, ça recouvre finalement le risque juridique, le processus qu'on est en train de gérer. Plus un document sera impactant juridiquement, et plus on va vouloir évidemment un niveau de signature élevé et des moyens de vérification d'identité très fortes. C'est le cas par exemple de l'entrée en relation sur la banque, où on a différentes mesures, hein, qui peuvent encadrer l'entrée en relation d'un nouveau client dans la banque. Et dans ces mesures, on a le fait d'avoir recours à une signature électronique de niveau avancé avec un certificat qualifié, et du coup, de facto, un moyen de vérification d'identité qui est fort. Donc oui, aujourd'hui, ces différents niveaux de signature, nous, on va aider nos clients à répondre aux enjeux de la législation, mais aussi à répondre aux enjeux du risque. Quand on va être dans un contrat plus simple, en effet, on va peut-être aller sur des solutions de vérification d'identité qui seront plus simples, parce que derrière, le risque encouru va être moindre. Et c'est comme ça qu'on va un petit peu gérer la relation en fonction du risque encouru, en fonction du niveau de signature qu'on va atteindre, et aussi de la réglementation qu'encourt ce client dans le droit commercial. Alors, est-ce que dans le cadre de la signature qualifiée, vous pourriez nous présenter les différents degrés de qualification? Alors, pour fournir une solution pour qu'une signature soit qualifiée, il faut, en plus des critères de la signature avancée, vérification d'identité, certificat électronique, il faut que le prestataire puisse fournir des certificats de signature qualifiés, donc des certificats qualifiés. Donc ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est que le dispositif qui sert à créer ces signatures, donc on parle bien de dispositif technique, hein, pour créer ces signatures, soit aussi qualifié. Et donc ces deux éléments-là sont importants. Le dispositif de création de signature, il faut savoir qu'il peut être local, ça peut être vos clés de signature. On a souvent des dirigeants qui s'équipent de clés de signature et qui vont pouvoir signer avec des clés de signature. Donc là, on parle de dispositif local où le certificat est dans la main du signataire. Mais ces dispositifs de création de signature peuvent être à distance. Et c'est tout l'enjeu, hein, d'aujourd'hui, hein, c'est de pouvoir opérer intégralement une signature qualifiée à distance. Et donc, ils peuvent être à distance, auquel cas, dans des environnements sécurisés, les certificats vont être stockés et la signature va être créée. Donc, dispositif de création de signature à distance doit être qualifié, certificat et prestataire qui doit être qualifié. Ce sont les deux exigences pour avoir une signature qualifiée, en plus de toutes les autres exigences qui en cours sur la signature avancée. Alors là, pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous avez des conseils, je dirais, on va dire, 3 vérifications, avant de choisir sa signature électronique? Qu'est-ce que vous leur diriez? Si je vous demandais, 3 conseils
pour bien choisir sa solution de signature électronique? Quels critères vous prendriez? Alors, le premier critère, c'est vraiment s'assurer que le prestataire sera capable de vous accompagner juridiquement en cas de litige. Parce que c'est ce qu'on achète chez un prestataire. C'est pas simplement un outil pour aller plus vite, qui coûte moins cher. C'est surtout un outil pour se protéger. Donc, pour ça, bien s'intéresser à des documents qui peuvent être des conventions de preuve, s'intéresser également à un fichier de preuve. Fichier de preuve, c'est ce qui va être généré par votre prestataire de signature à chaque fois que vous avez une signature de contrat. Donc s'intéresser au format de ce signataire et s'assurer que voilà, le signataire a bien toutes les qualifications pour vous aider à défendre un litige. Ça, c'est vraiment important. Un autre point, ensuite, ça va être la simplicité d'usage et de la solution. Et puis, dernier point qui est repris un petit peu dans le premier point, au-delà de la preuve, c'est s'assurer que votre prestataire est capable de couvrir intégralement la chaîne de confiance. Pour nous, c'est un point qui est important parce que bien souvent, quand on fait de la signature, on ne fait pas que de la signature. On propose aussi de la vérification d'identité pour avoir ces niveaux de signature supérieurs. On va proposer des moyens de conservation et d'archivage électronique pour conserver les documents signés. Et voilà, petit à petit, ces deux éléments et ces éléments vont aider à avoir l'intégralité, la gestion de l'intégralité de la chaîne. Et c'est important de s'intéresser aussi à ces tiers-là, à savoir comment votre prestataire de signature gère l'archivage, comment votre prestataire de signature gère la vérification d'identité, parce que toujours pour ces fameux litiges, on va devoir aller dans le fond des problèmes lorsqu'on va devoir prouver que la signature s'est bien déroulée. Très bien. Alors, vous parlez de simplicité d'utilisation. Du coup, forcément, je me dis comment ça s'implémente chez vos clients. Alors la simplicité d'utilisation, c'est déjà avoir la bonne connaissance du processus et de l'objectif à atteindre. On va mettre en œuvre de la signature parfois pour répondre à plusieurs enjeux. Alors, des enjeux de simplification, éviter le papier, donc c'est éviter des semaines d'attente parfois. La signature électronique va pouvoir répondre à ça, mais si elle n'est pas mise comme il faut au bon endroit, elle va parfois créer un peu de latence qui était inattendue. Donc c'est s'assurer que, en tout cas, on ait bien compris le processus de signature et qu'on mette à disposition la bonne solution. Alors, Le comment... deuxième élément, Ah, voilà, un deuxième élément qui est intéressant et qui est très dans l'air du temps, c'est les formats mobiles. Aujourd'hui, il faut savoir que les utilisateurs, les signataires vont accéder au contrat qu'on veut leur faire signer euh, une fois sur deux, dans certains contextes plus d'une fois sur deux, depuis un téléphone mobile. Et il faut s'assurer également que la solution soit aussi simple sur mobile que sur desktop. Et très souvent, c'est un axe qu'on a tendance à oublier. Et très souvent, on a des excellentes ergonomies qui fonctionnent très bien sur un desktop et sur un PC. Mais qui sont beaucoup moins performantes, en tout cas sur un mobile. Donc c'est aussi ça la simplicité. Et dernier point, c'est le fait de répondre à des normes. On a des normes d'accessibilité et ça, c'est des sujets qui sont importants et commencent à être encadrés par l'Europe, notamment sur les normes RG2A, où on doit répondre à un niveau de lisibilité pour des personnes qui auraient un handicap et qui auraient pas l'usage total, en tout cas, de leurs facultés. Ces personnes-là, on doit leur donner une solution qui leur permette de signer. Alors, pas dans tous les cas, mais dans la majorité des handicaps. Alors, RG2A, pour les gens qui nous écoutent, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Ça Mhm. permet aux personnes qui sont porteuses d'un handicap d'avoir accès aux documents que vous leur mettez à disposition. Alors, justement, maintenant concrètement, je suis un DSI, je suis un dirigeant, je veux utiliser vos solutions. Comment je vais implémenter concrètement dans mon système d'information la solution de signature électronique d'Ocapost?
Alors, si vous êtes un dirigeant que vous posez la question, c'est déjà dans quel est-ce que vous avez des moyens techniques hein, pour mettre en œuvre cette signature ou est-ce que vous reposez sur des partenaires techniques qui vont les mettre en œuvre. Donc cette configuration là ou est-ce que vous n'en avez pas. On a aussi des cas où il n'y a pas de moyens techniques et on a très peu de moyens techniques pour mettre en œuvre la signature électronique dans son système d'information. Bah, dans tous les cas, on a une solution en tout cas pour répondre aux besoins. On est capable de proposer des solutions qui vont s'intégrer très finement dans le système d'information pour que justement ce DSI ait la maîtrise de l'expérience utilisateur qu'il souhaite mettre en œuvre dans un logiciel pour par exemple faire signer des contrats RH, pour faire gérer des contrats commerciaux. Donc on a ce type de solution, mais on a aussi des solutions qu'on va appeler des solutions qui vont être plus clés en main, hein, qui vont se présenter sous la forme de portails de signature, qui peuvent s'intégrer dans l'entreprise, dans un système d'information, qui peuvent se piloter par les applications de l'entreprise, mais qui peuvent aussi être dans les mains des utilisateurs. Des équipes d'achat qui vont envoyer les contrats, des équipes RH, des équipes métiers, qui vont avoir une plateforme pour contrôler entièrement la façon dont ils vont envoyer les contrats à leurs clients et vont avoir une certaine autonomie. C'est ce qu'on va appeler les solutions SaaS. Et ces solutions SaaS sont aujourd'hui une grosse tendance, c'est-à-dire on va chercher en effet à équiper le plus possible avec les plateformes, les interfaces les plus simples possibles, l'ensemble des populations dans mon entreprise qui a besoin de signatures. Et c'est cette solution-là aussi qu'on met en œuvre au sein de DocaPost avec des solutions qui doivent proposer de l'ergonomie, qui doivent être mises en œuvre très rapidement. C'est-à-dire l'enjeu, en tout cas sur les grands comptes, c'est d'avoir une solution qui en 1 mois, 2 mois doit être prêt et doit s'intégrer sur 200, 300, 400 utilisateurs. Donc voilà un petit peu les enjeux auxquels on fait face, c'est-à-dire des solutions ergonomiques qui permettent de répondre à des enjeux légaux et qui soient capables d'être mises en œuvre assez rapidement. Donc, vous avez un système également d'API sur les connexions entre vos solutions et un système d'information, si je veux quelque chose de plus poussé? Tout à fait, on est capable de piloter et d'APIser l'ensemble des solutions et des modules de signature électronique. On est capable aussi d'aller s'intégrer dans les grandes plateformes, que ça soit du Salesforce. Donc, c'est des cas qui nous arrivent assez souvent, hein, des batteries et des flottes de commerciaux qui utilisent ces systèmes de CRM que peuvent être Salesforce ou Dynamics et qui vont être contents de retrouver de la signature électronique DocaPost pour pouvoir opérer leur contrat sans changer leur façon de travailler. C'est aussi ça l'enjeu, hein, c'est de proposer de l'API pour s'intégrer au sein du système d'information, mais aussi à l'extérieur, dans l'ensemble des plateformes. Je parlais de Dynamics, on va parler de Teams, on va parler de toutes ces plateformes qui aujourd'hui font partie du quotidien des utilisateurs et qui ont besoin d'être aussi équipés en signature sans forcément devoir apprendre un nouvel outil, hein. Et alors, maintenant que j'ai compris pourquoi fallait que je le fasse, comment je vais le faire, ça coûte combien pour une entreprise de s'équiper? Alors, on Ou quelles va, sont les variables du voilà, prix? Comment on pourrait le calculer? on va disposer de différents modèles, hein. Évidemment, on a des modèles. Alors, on va s'adresser nous aux professionnels, aux PME et aux grands comptes, hein. Et donc, évidemment, en fonction des populations, on va avoir des modèles et des solutions qui seront adaptés. Donc, sur les PME et les professionnels, on va souvent mettre en place des solutions SaaS, donc ces fameux portails de signature. Et ces portails de signature peuvent se contractualiser soit avec un abonnement mensuel, hein, qui peut être de 20, 30, 40, 50 euros selon, voilà, selon les usages, ou soit à l'acte, hein, c'est-à-dire à la signature. On va pouvoir, par exemple, mettre en place des solutions pour un circuit de signature qui peut aller entre 1,50 € et 2 € le circuit de signature. Ce prix-là, évidemment, peut varier en fonction du fait que vous êtes un gros consommateur, que vous consommez beaucoup de signatures, en fonction de vos options également, si vous souhaitez mettre en place de la signature avancée. Enfin voilà, en fonction de vos options, le prix peut évoluer et évidemment, comme dans toutes les industries, en fonction de la quantité que vous êtes prêt à acheter dans une année, vous allez avoir un prix qui va décroître.
OK, donc ça veut dire qu'il y a quand même une maîtrise. Je sais combien je vais dépenser, je suis en capacité de le calculer. Nous, c'est le modèle qu'on va privilégier. Alors, et là, je reprends la barrière grand compte, qu'on va privilégier beaucoup plus chez les grands comptes, c'est-à-dire vous payez ce que vous consommez. Si vous avez consommé pendant un mois 2000, 3000, 5000, 10 000, 30 000 signatures, bah, vous allez payer 30 000 signatures. On n'a pas de modèle où vous allez acheter beaucoup, beaucoup de signatures et à vous de les consommer. On pense que c'est un modèle qui n'est pas du tout adapté à la façon dont les entreprises gèrent leur budget et à la façon dont la signature doit être consommée. Donc c'est pour ça qu'on propose vraiment un modèle où vous ne réglez que ce que vous consommez et ça se fait mensuellement en général. D'accord. On arrive à la fin du podcast. J'ai envie de vous demander à quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui, Fabrice? Alors, le sujet intéressant parce que c'est vrai on a connu ben, 2 années, plus ou moins simples, hein, et plutôt compliquées même et oui, j'ai envie de dire non, au fait que, le travail prenne une place trop importante, dans nos vies. C'est des convictions fortes, c'est des convictions qui se sont renforcées avec cette période délicate et donc, non à un travail qui occupe trop l'esprit. Donc oui, il y a une justesse en tout cas entre le temps qu'on va consacrer à notre activité et puis le temps qu'on passe en famille. Hein. Alors, du coup, je peux pas vous demander à quoi avez-vous envie de dire oui, vous venez de répondre. Vous avez envie de rajouter quelque chose sur ce oui? Oui, oui, c'est important. Je pense que c'est le sujet, trouver la balance qui apporte de l'épanouissement, qui apporte de la performance dans le travail, tout en garantissant le fait de voir la vie passer à une vitesse correcte. Ça, c'est important. Après, voilà, sur un plan un peu plus professionnel, euh, c'est vrai qu'on a tendance à être dans un domaine qui est très réglementé et c'est important. Et là-dessus, on a tendance aussi à encadrer la gestion des données personnelles, chose qui, même pour nos clients, est vue par une contrainte, c'est-à-dire ils viennent chercher de la sécurité dans la gestion de leurs données, mais voilà, souvent ça s'accompagne, voilà, on peut pas tout faire, on peut pas être responsable de tous les traitements, et donc oui, cette notion de vie privée, de données, c'est quelque chose qui est important à notre travail, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on accompagne plus et qu'on renforce. Et donc oui, à des systèmes qui respectent les données et qui ne fassent pas n'importe quoi avec ces données. Bon, donc en résumé, c'est oui à l'équilibre et oui à l'éthique, si je Tout à résume. fait. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Fabrice d'être venu au micro de la robe numérique. C'était un plaisir de vous le recevoir. Et alors, vu le nombre de solutions et de services que propose DocaPost, je pense que vous pourriez revenir 10 fois au moins. Donc, merci infiniment d'être venu au micro de la robe numérique et à très bientôt. Merci Oriana, à bientôt.